Bonjour, je suis Mayolek et vous connaissez la suite. Dans cette vidéo un peu spéciale, on va revenir sur un top 10 que j'avais fait il y a quelques temps. Comme je l'ai dit, Internet regorge de théories autour des films Disney et il va de soi que je n'ai pas pu parler de toutes. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'étendre un peu cette liste. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Il y a une théorie qui me fait légitimement tiquer depuis un bon moment, et c'est en étant inspiré par vos commentaires que... Ok, on va reparler de ça avant toute chose. Beaucoup de gens ont été très prompts à me sortir cet argument en faveur de la théorie Tarzan et le frère d'Elsa et d'Anna, qui n'en est pas un. Désolé Galilée, mais les autorités ont tranché, la Terre ne tourne pas. Que ça ait du sens ou non, on s'en fiche, le roi a parlé! Et ça n'a pas été arrangé par les médias qui ont sautillé à la nouvelle tels des chihuahuas cocaïnomanes. Bon, déjà qu'on soit bien clair, Disney n'a rien confirmé. Seul Chris Buck a donné du crédit à cette théorie. Chris Buck qui a peut-être réalisé les deux films, mais qui n'a pas participé au scénario de Tarzan. Donc déjà, il a moyennement son mot à dire sur l'histoire de ce film-là. Et sérieusement, vous avez lu son message de confirmation ? Bien sûr que les parents d'Anna et d'Elsa ne sont pas morts. Oui, il y a eu un naufrage, mais ils ont été en mer un peu plus longtemps qu'on ne le pensait parce que la maman était enceinte et elle a accouché d'un petit garçon sur le bateau. Un peu plus longtemps est un euphémisme, vu qu'elle était plate comme une planche à pain le jour de l'embarquement. Ils ont fait naufrage et on ne sait comment. Ils ont été emportés loin des eaux scandinaves et se sont retrouvés dans la jungle. Ils ont fini par construire une cabane et un léopard les a tués, donc leur bébé finit par être élevé par des gorilles. Donc dans ma petite tête, Tarzan est le frère d'Anna et d'Elsa. Dans sa petite tête, il précise. Et bizarrement, peu de gens semblent vouloir relever la suite et fin de ce commentaire. Et de l'autre côté de cette île, il y a des manchots qui surfent pour faire le lien avec un autre film non Disney, Les Rois de la Glisse. Ouais! Les Rois de la Glisse. Dans la petite tête de Tonton Buck, ce film se passe en même temps. C'est fou la crédibilité que ça inspire. Une crédibilité soutenue par le fait que, comme par hasard, il relie les 3 seuls films dont il a participé à la réalisation. Donc vous m'excuserez de ne pas considérer ça comme un argument d'autorité. Et honnêtement, je n'en veux aucunement à Chris Buck pour ça. Il le dit lui-même, tout ça c'est son petit monde rigolo à lui. À aucun moment il n'a l'air de prendre ça au sérieux. Ceux à qui j'en veux, ce sont tous les écervelés qui se sentent pousser des couilles juste avec cette déclaration. Je maintiens ce que je dis, cette idée ne tient pas debout une seconde, et si Disney vient à se plier aux exigences de cette minorité bruyante ridicule en confirmant ça dans leur suite, j'aurai une bien piètre opinion de la franchise. Vous n'êtes pas là pour écrire des fanfictions, vous êtes là pour écrire des histoires qui tiennent la route. Cela étant, quand je m'étais attaqué à cette théorie, j'avais lancé cet argument-là. Si on se fie aux autres théories bien plus fiables, le voyage d'Arendelle au pays de réponse devrait avoir lieu en Europe du Nord, or Tarzan se passe clairement dans un environnement tropical. Et certains ont cru que je soutenais une théorie un peu trop perchée. Ce n'est pas le cas du tout. Et la raison pour laquelle je n'ai pas évoqué cette théorie dans ma liste, c'est que... tout ce tapage autour de la Reine des Neiges commence légèrement à m'agacer. Selon beaucoup de fans, il faudrait que tous les films Disney tournent autour de celui-là. Vous n'avez qu'à dire qu'en éternuant, Elsa a créé tous les persos Disney existants, et qu'en pétant, elle a créé Gurki. Je suis tellement gavé par ces 12 000 théories délirantes autour de ce film que je n'avais pas envie d'en évoquer plus de 2 dans ma liste. Cela dit, cette théorie est un peu particulière parce qu'elle est soutenue par un youtubeur célèbre que je trouve légèrement surestimé. Voici MatPat qui s'est fait connaître pour ses théories sur le jeu vidéo et qui a fini par sortir une chaîne parallèle pour théoriser sur les films. Et en se forçant chaque semaine à pondre 2 théories qui chacune demandent beaucoup de recherche et de vérification des faits, c'est étonnant qu'il lui arrive de se tromper. Et je ne déteste pas MatPat, loin de là, il a tout l'air d'être un type charmant, il a fait beaucoup de théories que j'apprécie beaucoup, dont une autre sur la Reine des Neiges que j'appuie complètement, même si ça m'étonnerait qu'elle se confirme. Mais il a son lot de théories ridicules, et celle-ci en fait partie. Pour cette vidéo, je vais me servir d'une traduction de mon confrère traducteur Spiréal, dont je vous recommande la chaîne, le lien est dans la description. MatPat commence la vidéo en résumant la théorie que tout le monde connaît. Réponse et la Reine des Neiges se déroulent à la même période. Les parents d'Elsa et Anna se rendaient au mariage de Réponse quand ils ont fait naufrage parce que les 2 royaumes ont des liens, d'où la présence de Réponse au couronnement d'Elsa.
Cette théorie est en béton, je n'ai rien à redire là-dessus, et MatPat la résume très bien si ça vous intéresse. Le problème, c'est qu'il veut aller un gros cran au-dessus. Dans cette vidéo, MatPat veut démontrer qu'en réalité, Elsa et Réponse étaient sœurs jumelles. Des sœurs jumelles qui dormaient dans des chambres séparées apparemment, et que leurs parents ont confié Elsa à ceux d'Anna pour qu'elle soit en sécurité après l'enlèvement de Réponse. Now I know you're saying that that's just ridiculous. Et tu as bien raison, mais je suis tout oui, comment vas-tu me prouver ça? So Rapunzel is 18 at the wedding, and when Frozen happens 3 years later, we know Elsa to be 21. Some simple math tells us that Elsa and Rapunzel are the same age. Oui, il semblerait qu'elle soit née avec moins d'1 an d'écart. C'est très léger pour commencer. Ensuite, il s'attaque à la couleur des yeux, disant que comme les deux paires de parents ont les mêmes couleurs d'yeux, ils ont la même probabilité d'avoir un enfant aux yeux bleus. Ce qui ne prouve absolument que dalle. D'après ce raisonnement, Quasimodo et Madeleine ont autant de chances d'être les vrais parents d'Elsa. D'ailleurs, n'importe quelle paire de parents pris au pif pourrait avoir un enfant aux yeux bleus, car comme MatPat le dit, c'est un allèle récessif. Bon, explication. Un gène est composé de 2 allèles qui définissent un trait. Un allèle récessif doit être en double pour marcher, sinon il laisse la place à l'allèle dominant. On peut tout à fait avoir 2 personnes aux yeux marrons qui ont chacun un allèle d'yeux bleus récessif, donner naissance à un enfant aux yeux bleus. Il y a de nombreuses possibilités en génétique, donc ça n'a rien d'une preuve, ça. Et puis, il faut l'avouer, beaucoup de personnages de dessins animés ont les yeux bleus parce que c'est considéré comme esthétiquement plus joli. Le nombre de fois que j'ai rêvé d'avoir les yeux bleus. But that's not all. J'espère, parce que tu n'as absolument rien prouvé pour l'instant. Elsa et Réponse ont démontré des signes de gauchère, et comme MatPat le dit... 22% of twins are left-handed, which is more than double the world average. Ouh, des statistiques, on s'attaque à un domaine qui me parle. Je n'ai rien trouvé qui établisse exactement la proportion de jumeaux dans le monde, mais même en partant de l'estimation très généreuse qu'ils représentent 5% de la population, les probabilités ne sont pas en ta faveur. On parle de probabilité là, et je sais que je risque d'en perdre certains d'entre vous, mais pour résumer rapidement, en utilisant les données de MatPat, les jumeaux gauchers représentent 1,1% de la population et les non-jumeaux gauchers 8,9%. Ça veut dire que si on tombe sur un gaucher, il y a 8 fois plus de chances qu'il soit non-jumeau. Et vous voulez connaître la probabilité que 2 faux jumeaux soient tous les 2 gauchers, à nouveau d'après les chiffres de MatPat? 4,84%. Donc une fois de plus, ça ne signifie que dalle. Et on passe à la couleur des cheveux. Gold Rapunzel's blonde hair comes from the magic her mother absorbed from a bright yellow flower. If in fact these two are twins, it would also explain Elsa's unusually vibrant blonde hair. Ou bien ça pourrait provenir du fait qu'elle a un père blond, même si pas mal de gens ont du mal à discerner ce détail. Depuis le début, les arguments de MatPat sont que si on part du principe qu'Elsa est la fille des parents de Réponse, alors génétiquement c'est pas forcément contradictoire. Suivant le même raisonnement, je pourrais sincèrement soutenir qu'Elsa est la fille de Madeleine et Quasimodo. Elle est blonde comme Madeleine et comme Quasimodo, elle est gauchère et a les yeux bleus. D'autant plus que si, comme tu le dis après, la couleur de ses cheveux est due au fait qu'ils ont été imprégnés par la magie de la fleur, et comment se fait-il qu'il soit encore blond à ce jour? Contrairement à Réponse, Elsa a eu l'occasion de se couper les cheveux au fil de sa vie. Ou alors la magie de la fleur se serait imprégnée ailleurs que dans ses cheveux, et dans ce cas, pourquoi serait-il devenu blond à la naissance d'après ta logique? Oh, where's the backstory in Frozen? Where's our magical history lesson? Is it laziness? Well, no. Ou bien ça vient du fait que certains éléments d'une histoire n'ont pas toujours besoin d'une explication détaillée. Dans un monde où la magie existe, une fille naît avec des pouvoirs magiques. C'est suffisant à accepter. Je connais pas grand monde qui se demande d'où viennent les pouvoirs de Maléfique dans La Belle au Bois dormant. Ever wonder why Agnar and Iduna never show any surprise about Elsa's magical powers? À nouveau, parce qu'on vit dans un monde où la magie existe. Et puis, au fil des ans, peut-être que ses parents ont réussi à s'y habituer un peu.
En fait, on pourrait même avancer que s'ils n'essaient pas de faire des recherches poussées, c'est pour éviter que les pouvoirs de leur fille soient rendus publics. Et pour terminer, ils cherchent les similitudes entre leurs pouvoirs. They both die in the process. Anna by freezing and Eugene with a stab wound. Anna exhales her last breath, Eugene falls limp, these guys are gone. And then suddenly discover a new power they never thought they had. The exact same power. Reviving the dead. Giving things life. Non, c'est Anna qui se sauve elle-même grâce à un geste d'amour sincère. Bordel, c'est clairement instauré dans le film. Les pouvoirs magiques d'Anna n'y sont pour rien. Et rien ne certifie que Jen est mort qu'en réponse le sauve. On pourrait facilement penser qu'elle l'a sauvé in extremis au seuil de la mort. Tout ton argument repose sur la conjecture qu'Elsa et Réponse peuvent toutes deux ressusciter les gens, qui n'est pas du tout appuyée par les films. Et même si c'était vrai, ça n'expliquerait pas toutes les différences. Guérir les gens et donner vie à de la neige, ce n'est pas du tout la même chose. Réponse doit chanter un air précis pour activer ses pouvoirs et Elsa peut le faire comme ça ne colle pas le moins du monde. Je reconnais certains éléments de recherche là-dedans qui ne sont pas inintéressants, mais il n'y a aucune preuve tangible. C'est tiré par les cheveux. Désolé MatPat, j'apprécie assez tes théories, mais celle-ci ne me convainc pas du tout. Voilà, une théorie sur la Reine des Neiges démystifiée, plus qu'une centaine d'autres. Je déconne, je le ferai pas. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Mais pas trop excessivement non plus. Partir à l'aventure, vers des pays inconnus, n'était-ce vraiment que des rêves?